Moi, je m'appelle Sabrina Sacconi. Je suis responsable du centre de référence neuromusculaire au CHU de Nice. Et voilà, ça c'est mes conflits d'intérêts. Donc, on a parlé avec Augustina de la variabilité clinique de la dystrophie facioscapulo-humérale. Et ça, cette variabilité, ça pose différents problèmes. Un problème de prise en charge des patients qui est différente parce qu'on a des formes très sévères de l'enfant avec des attentes multisystèmes, parce qu'il n'y a pas que le muscle, il peut y avoir une attente du cerveau, etc., de la respiration, de la déglutition, etc. Et des formes vraiment très légères, presque imperceptibles, qu'on voit avec quelle attente faciale de l'autre côté du rôle. Et donc ça, naturellement, c'est des approches différentes. Mais on a aussi un gros problème pour nous, pour les essais thérapeutiques. Parce que cette variabilité, c'est un peu l'obstacle qu'on doit dépasser dans les essais thérapeutiques pour essayer d'avoir des médicaments qui fonctionnent. Parce qu'imaginez-vous que vous avez une population si variable et vous avez un médicament qui a une efficacité modérée. En plus, tous ces patients, ils sont dans des phases différentes de la maladie. Et donc, comment faire pour démontrer si vraiment notre médicament est efficace? Alors, une des approches, c'est de comprendre, parce qu'avant de pouvoir faire tout ce que vous voulez, il faut comprendre pourquoi on a une diversité. Bien entendu, on a parlé d'une différence en sévérité liée à des facteurs génétiques, donc la longueur de mutation. On peut avoir aussi plusieurs mutations chez le même patient. Donc là, on décrit de plus en plus des cas de problèmes doubles avec 2 mutations dans le gène. On peut avoir des modifications de l'état épigénétique. Qu'est-ce que c'est l'état épigénétique? C'est une sorte de modification de nos gènes qui sert à faire que dans les phases différentes de notre vie et dans des environnements différents, on s'adapte à ce qui nous arrive. Donc, il faut faire attention qui vous fréquentez parce que ça peut modifier votre épigénome. Donc, vous avez intérêt à fréquenter des gens bien parce que c'est des facteurs qui peuvent se modifier avec vos habitudes de vie, la nutrition, l'exercice physique, l'âge, etc. Et donc, tout le stress, par exemple, c'est un autre facteur qu'on a vu qui influence beaucoup la sévérité. Et après, on a parlé de l'âge, et après, on a parlé d'autres. Il y a plein de facteurs environnementaux, probablement qu'on ne connaît pas, et aussi d'autres comorbidités qui peuvent agir sur cette variabilité. Surtout, comorbidité, on sait que plus on vieillit, plus on a des problèmes. Et donc, toutes les comorbidités, naturellement, ils vont avoir un impact sur la sévérité et l'évolution de la maladie. Donc, pour essayer de comprendre tout ce casse-tête, on s'est organisé au niveau international, on a mis en place des études d'histoire clinique, donc, qui sont coordonnées par Jeffrey Statland à l'Université de Kansas et par Rabbit Howell. Donc nous, on a contribué largement à cette étude parce qu'il y a 200 patients inclus et maintenant 50 vont être nos patients. Et en même temps, on a mis en place une histoire naturelle au niveau de la France parce que les Américains ne croyaient pas beaucoup à l'intérêt de faire des IRM musculaires. Parce que pour eux, c'était très cher. Et moi, je croyais beaucoup dans l'IRM musculaire parce que je pensais que c'était intéressant. Après toutes les discussions avec Giorgio Tasca, qui m'a fait une tête comme ça sur l'IRM musculaire, je ne pouvais que croire en ça. Et donc, on a rajouté l'IRM musculaire dans notre étude. En gros, c'est la grosse différence. Et un certain nombre de outcomes secondaires. Et une autre chose qu'on a fait, c'est qu'on a créé une sorte de hub dans lequel on a collé notre histoire naturelle au registre qu'on avait déjà mis en place depuis plusieurs années. Et donc, ça a fonctionné, cette idée de coller, parce que comme ça, à la fois, on pouvait recruter pour l'histoire naturelle et on pouvait avoir un suivi des informations du patient sans devoir les récolter nous. Et donc, on a continué en collant des choses pour créer une sorte de puzzle. On a rajouté des études d'histoire naturelle sur les patients en stade avancé de la maladie, donc en fauteuil roulant. Ça, c'est une étude qui est en cours. On a 18 patients sur 30, donc on recrute.
Et pourquoi faire une étude sur le patient en fauteuil? Parce qu'ils ont des indicateurs d'évolution de la maladie qui sont différents et parce qu'on s'attendait à qu'un de tous ces beaux médicaments fonctionne et que donc on ne voulait pas que les patients en fauteuil ne puissent pas bénéficier de ce médicament. Et ça, c'est l'intérêt de cette étude. Après, on a aussi étendu nos études d'histoire naturelle aux patients FSH2. Donc là, c'est une étude qui est en cours. On a inclus 20 patients et c'est une étude européenne. On rajoutera le centre de la Belgique et Hollande. Et pour le moment, il y a la France, l'Italie et l'Espagne avec 5 centres qui sont ouverts. Et on a rajouté aussi une étude qui se concentre plutôt sur des biomarqueurs, qui sont à la fois des biomarqueurs biologiques et des biomarqueurs digitaux, pour pouvoir, à partir de ces biomarqueurs, développer des essais thérapeutiques. Toute cette étude d'histoire naturelle génère toute une série d'échantillons, et ces échantillons d'ADN, d'ARN, de muscles, de cellules, sont stockés dans une biobanque dédiée pour permettre à d'autres éventuellement de faire des études. Et tout ça, c'est organisé dans cet entrepôt de données qui n'est pas encore validé, parce que c'est toute une histoire pour la valider, mais à laquelle on travaille depuis plusieurs années et qui devrait être une sorte de compréhensive de toutes ces données, donc des données du registre d'histoire naturelle, génétique, épigénétique, l'imaging, les biomarqueurs, et puis des données digitaux, parce que comme je vous montrerai, on a aussi développé une application pour suivre les patients à distance. Et c'est justement ce projet qui a été soutenu par un ARNR qui utilise des systèmes à distance pour pouvoir, donc basés sur le téléphone et l'intelligence artificielle qui nous ont permis aussi d'avancer sur la découverte de nouveaux biomarqueurs. En même temps, on s'est concentré aussi sur des biomarqueurs plus classiques, donc biologiques, qu'on a associés aux résultats d'IRM et aux résultats de cliniques. Et puis, on a développé des essais thérapeutiques. Comme je vous ai dit, je suis très fan de l'IRM. En particulier, je suis fan de cette boîte qui s'appelle AMRA, qui est basée dans le nord de l'Europe, et qui a été fait par des chercheurs qui se sont intéressés aux muscles à cause d'un documentaire qui s'appelle Size Up Me, dans lequel il y avait un monsieur qui mangeait des hamburgers toute la journée et qui grossissait et que donc il regardait au niveau métabolique la graisse, le muscle, etc. Et ensuite, ils se sont dit, mais pourquoi pas, c'est dédié aux maladies musculaires. Et donc, ils ont un système qui est vraiment très, très bien fait pour pouvoir différencier la masse maigre, donc le muscle véritable, de la quantité de graisse dans le muscle et la quantité de graisse qui se trouve autour du muscle. Ces trois mesures, nous qui on aime bien l'inflammation entre les autres cibles thérapeutiques, on a fait rajouter une autre mesure parce que la faiblesse de cette boîte, c'est qu'ils n'avaient pas considéré l'inflammation comme quelque chose d'important. Donc on travaille avec l'Institut de myologie pour essayer de développer cette mesure d'IRM qui s'appelle T2O, traduit en français, bon. Au titre water et qui est capable de quantifier vraiment l'inflammation, que c'est un peu la chose qui nous manque. Et voilà. Donc une autre chose, attendez. Vous voyez, ça c'est un peu les images qu'on a. C'est des super jolies images dans lesquelles on peut vraiment évaluer tous les muscles de tout le corps. C'est une IRM qui est 3 Tesla et c'est un protocole qui dure à peu près 1 heure avec des pauses pour les patients. Ça dure un peu moins si on est femme et on est maigre, mais voilà, c'est le temps moyen. Et qui nous a permis de comprendre plein de choses. En particulier, comment faire pour essayer d'enlever un petit peu de variabilité.
Au lieu de considérer la variabilité de chaque personne, on considère la variabilité de chaque muscle. Et on divise les muscles en muscles qui sont pratiquement normaux, en muscles qui sont intermédiaires, donc qui ont une quantité de graisse inférieure à 50%, parce qu'on a dit qu'après 50%, c'est fini, tout le muscle se détruit, on n'a plus rien à faire, et muscles qui sont en phase finale. Et on observe dans le patient, quand on lui donne un médicament ou dans l'histoire naturelle, on observe que les muscles intermédiaires, parce que c'est les muscles qui ont plus de chances de réagir par rapport à les autres muscles. Après, on fait des scores sur tous les muscles en général, intermédiaires. Après, on a parlé du Reachable Workspace. Je ne sais pas, là je vous le mets en fonction pour que vous puissiez voir et pour que vous puissiez aussi comprendre pourquoi l'essai de Fulcrum a fait faillite. Parce que, comme vous pouvez voir, bon, il y a des mouvements que le patient fait devant le miroir. Et ça, c'est une personne normale qui n'a pas de problème d'épaule. Imaginez-vous un patient qui vient en consultation et qui se positionne sur la chaise, un peu plus en avant, un peu plus en arrière. Il est un peu plus fatigué, un peu moins fatigué. Et donc, imaginez-vous la variabilité que cet essai peut avoir, en sachant que si l'inclination de l'épaule varie de 10%, donc que c'est minime, les résultats ils peuvent varier jusqu'à 20%. Voilà. Donc, je pense que c'est intéressant, mais il faut un médicament qui ait une efficacité vraiment très importante pour pouvoir utiliser ce genre de mesures de manière très fiable. Et c'est proposé comme ça, de manière libre, et puis avec des points. Voilà. Bon. Nous, on a quand même considéré ça dans nos histoires naturelles, mais on voit une grande variabilité. Je crois que c'est ça le problème. Après, on a prélevé les patients pour des marqueurs circulants et on s'est concentré sur l'inflammation. Inflammation qui est déclenchée par DUX4. Et donc, on veut savoir quels sont les signes de l'inflammation dans les biomarqueurs circulants. Et après, on veut savoir quelles sont les cellules qui les produisent et comment. Donc, en termes de biomarqueurs digitaux, on a essayé aussi pendant le Covid, ça c'était de développer des choses que le patient pouvait faire très facilement à domicile. Donc, on travaille avec l'INRIA, qui est l'Institut national d'intelligence artificielle, pour pouvoir développer des systèmes faisables à domicile. Donc, le patient, il se met sur une chaise, n'importe laquelle, il se lève, et puis on évalue à la fois la vitesse du mouvement, on peut évaluer les mouvements de compensation, etc. Vous voyez, il n'y a pas besoin de biomarqueurs ni de rien. Donc, on fait ça pour les membres inférieurs, pour les bras, et on peut aussi monitorer le patient dans sa vie quotidienne. Ça, c'est l'essai FSH2. Donc, là, je vous ai parlé des centres. Il y a 2 centres en plus. C'est basé à peu près sur le même indicateur clinique. Et l'essai Advance se base non seulement sur le fait que le patient est sur le fauteuil, mais il se base aussi sur l'âge. Dans cet essai, étant donné que la plupart des patients sont en fauteuil, ou presque dans la phase de perdre la marche, parce qu'on veut étudier les déterminantes de la perte de la marche chez ces patients et développer aussi des outcome measures qui soient adaptés. On regarde beaucoup l'effet de l'âge sur l'évolution de la symptomatologie. Donc, si on reprend la physiopathologie de la maladie, on a vu que cette maladie est due à l'expression d'un gène qui s'appelle DUX4, qui ne devrait pas être exprimé. Et cette dérépression de ce gène, qui survient à la fois dans les formes de type 1 et dans les formes de type 2, induit une cascade d'événements et de gènes qui portent à un défaut de différenciation. Et ce défaut de différenciation porte à une destruction musculaire. Quand il y a quelque chose qui se détruit dans l'organisme, immédiatement, il y a un système de nettoyage qui se met en place. Donc, il y a les macrophages qui arrivent et qui nettoient tout. Et ça avance ça arrive pendant un certain temps. Et après, comme aussi dans le cancer, au bout d'un certain temps, le système immunitaire, étant donné qu'il y a une inflammation chronique, se transforme en un ennemi
qui va manger le muscle, même quand DUX4 n'est pas vraiment exprimé. Donc, ou peu exprimé, parce qu'on retrouve des valeurs de DUX4 dans le muscle qui sont vraiment très faibles et presque indétectables. Donc, il y a un processus d'inflammation chronique qui porte à la mort cellulaire et à l'aggravation de la dégénération et qui est soutenu. D'autant plus on a de la graisse, d'autant plus on aura de l'inflammation et de la destruction. Et c'est pour ça qu'est passé le 50% de muscles dégénérés. Après, c'est un cercle vicieux qui se met en place et que ça va être difficile. Donc, on voit aussi que pourquoi on a l'inflammation, probablement on a aussi un effet direct de DUX4 sur l'inflammation. Et on voit toujours que s'il y a une destruction musculaire, cette destruction est toujours précédée par l'inflammation. Mais on voit que, pas toujours, quand on a l'inflammation, à la suite, on a une destruction musculaire. Donc il y a probablement différents types d'inflammation. L'inflammation, comme je vous ai dit, protecteur qui nettoie, et une inflammation chronique et agressive qui cause problème. Et donc, ce sera difficile de faire un peu la part des choses. Et en tout cas, on sait certainement que l'inflammation induit une progression de la maladie. On a fait une étude sur une centaine de patients et on a essayé de corréler les différents marqueurs de l'inflammation, donc les cytokines. On en a pris 34 et on les a corrélés aux différents scores cliniques de sévérité. Et on a eu des résultats qui sont vraiment très, très, très intéressants parce qu'on a vu que l'interleukine 6 corrélait avec tous les scores cliniques de manière très importante, alors que les autres cytokines ne corrélaient pas. Et la deuxième cytokine, que c'est, on va dire, dans la voie des interleukines 6, c'est le TNF-alpha, corrélait aussi un peu moins, mais quand même il y avait une corrélation. Donc on avait une activation de la voie de l'interleukine 6. Donc on avait une valeur absolue d'interleukine 6 qui est 2 fois celle d'une population, comment on peut dire, appareillée par sexe et par âge. Bon, ça c'est les corrélations. Vous voyez, c'est des corrélations super impressionnantes. Ce n'est pas des corrélations tout petit peu. Et avec tous les scores que vous voulez. Et puis, on voyait que si on prenait les patients et on prenait des clinical severity scores inférieurs à 6, donc un patient qui marche de manière autonome, et supérieur à 6, un patient qui a une atteinte de membres inférieurs plus ou moins importante, on voyait qu'il y avait une différence dans toute la population et dans les femmes et dans les hommes aussi. On a divisé les femmes et les hommes parce qu'on avait peur que les estrogènes puissent modifier cette corrélation. Effectivement, chez les femmes, il y a une corrélation qui est moindre par rapport aux hommes, probablement pour un facteur de protection des estrogènes. Après, on voulait voir qu'est-ce qui se passe avec l'évolution de la maladie. On voulait voir... donc là, on n'a pas encore les résultats de l'essai des histoires naturelles, parce que là, on arrive dans notre cohorte de 100 patients, on arrive à 12 mois, fin septembre. Donc, on aura tous les beaux résultats avec les IRM d'AMRA. Là, c'est plutôt fait maison, avec les IRM qui sont évalués par 3 radiologues différentes. Et c'est une étude cross-sectional qui met ensemble 2 études qu'on avait en cours, et qui, pour un total de 60 patientes, qui ont été évaluées sur 2 time points, à J0 et 12 mois après, et sur lesquels on a regardé le score de sévérité clinique, le score de sévérité clinique corrigé par l'âge, le testing musculaire, les 6 minutes et la MFM, et puis on a corrélé avec les scores. Donc le score de l'inflammation, édème et inflammation STIR, et le score de l'infiltration fibrodipeuse en T1. Ça, c'est les résultats. Donc, on voit une population assez, comment on peut dire, entre
de femmes et des hommes plutôt balancés, une durée de maladie de à peu près 20 ans et un âge moyen de début caractéristique, hein, entre 15 et 30 ans. On voit qu'il y a une dégradation de cette maladie au niveau de tous les scores. Mais que les scores les plus intéressants sont alors l'Age Corrector Clinical Severity Score, c'est un score qui a un gros problème parce que si vous êtes en fauteuil roulant, c'est un score que s'améliore. Donc c'est un score que bon, on l'a mis, mais c'est un score qui n'est pas terrible. Mais on voit que sur le score le testing manuel, le 6 minutes et la MFM, on avait une dégradation et on voyait aussi une augmentation de l'infiltration adipeuse et une infiltration de l'inflammation. Donc, on a corrélé les valeurs d'IL6 avec différents paramètres et on voit qu'on a une corrélation avec les valeurs d'IL6 et le nombre d'unités répétées. Donc, plus le nombre d'unités répétées est bas, plus l'IL6 est élevé. Et la durée des maladies, plus la durée des maladies est importante, plus l'IL6 est élevé. Le Clinical Severity Score qu'on avait déjà retrouvé, l'MMT, le 6 minutes et l'MFM D1. Donc, à la fois à la baseline et après 12 mois. Et on retrouve aussi une corrélation entre les valeurs d'IL6 et l'infiltration fibre adipose et l'EDM, à la fois à la baseline et à 12 mois. Et là, on a fait le changement à partir de la baseline. On a trouvé une corrélation entre plus le muscle est inflammé, plus le muscle va développe de l'infiltration fibrodipeuse. Et là, on a fait le changement à partir de la baseline de l'infiltration fibrodipeuse et on a vu que plus les valeurs d'IL6 sont élevées, plus l'infiltration fibrodipeuse sera élevée. Et plus les valeurs d'IL6 à la baseline sont élevées, plus le patient va développer de l'infiltration fibrodipeuse. Plus les muscles sont inflammés, plus les valeurs d'IL6 sont élevées, plus il développera de l'inflammation. Donc il y a des mécanismes de cercle vicieux qui vont se mettre en place. Donc là, on a commencé à regarder, parce que ça c'est des données vraiment très très préliminaires, quels étaient les facteurs qui stimulaient, donnaient le plus des réponses. Et on a vu que, on va dire, la réponse la plus délétère, celle qui corrélait avec l'IL6 et qui corrélait avec les changements dans l'IRM, je ne vais pas rentrer dedans, mais c'est différents stimuli et on regarde combien de IL6 est produit avec des infections bactériennes, infections virales, et celle qui résulte le plus corrélée, c'est avec les différents scores cliniques, etc., c'est celle de l'inflammosome. Donc l'inflammosome, c'est un peu, en gros, c'est une sorte de, la chose que je vous disais, c'est un peu un état d'inflammation générale qui se produit quand on a une inflammation chronique. Je vous le dis pour vous banaliser un petit peu les choses. Donc là, je voulais vous présenter un petit peu l'interleukine 6 pour que vous compreniez un peu mieux. Donc, c'est une interleukine qui fait tout et le contraire de tout en fonction de différentes choses, en fonction du niveau d'expression, en fonction de la durée de son expression et en fonction des récepteurs qui sont circulants. OK ? Et comme on peut dire, en fonction du fait, donc on a différents types de récepteurs. On a le récepteur IL6R qui peut être attaché à la membrane ou soluble. Et on a un autre récepteur qui peut se réunir à tous les deux récepteurs qui s'appelle le GP130 ou CD130 qui peut modifier l'expression de l'interleukine 6.
Et donc, là, si vous voyez, si on a une sécrétion à court terme de l'interleukine 6, en général, les sécrétions à court terme sont des sécrétions avec des hauts niveaux d'interleukine 6, comme on avait dans le Covid. On a un effet, comment on peut dire, anabolique, on a un effet qui a la tendance anti-inflammatoire, et on a, disons, plutôt un effet positif de l'interleukine 6. Et si on a, par contre, une sécrétion sur le long terme d'interleukine 6, on a un catabolisme musculaire et on a aussi une altération un petit peu du métabolisme général. On peut avoir aussi des symptômes de stress. On peut avoir, comment on peut dire, la tendance à développer du diabète. On peut avoir, comment on peut dire, une dérégulation de l'inflammation avec un blocage des fonctions TH1 et Treg, qui sont les lymphocytes T qui bloquent un petit peu les réponses auto-immunes, les désimmunitaires. Et on a la mise en place d'un circuit avec une action d'attirer des monocytes, des macrophages, des T-cells sur le lieu de l'inflammation. Et puis, on a vraiment un effet de blocage de régénération et d'ostéoporose. Donc, voilà, ça c'est les deux types de signal. Voilà, le signal, on va dire, le plus compliqué, c'est celui transsignaling, dans lequel, quand il y a ce type de récepteurs qui sont très fréquents dans le muscle, on peut avoir une activation de l'inflammation plus importante. Et on voit que ce type d'altération qui intéresse plein de voies qui ont été décrites dans la FSH, comme les voies JAK-STAT, le VEGF et aussi le P53, le TNF-alpha, etc. Tous ces voies-là sont des voies qui sont impliquées aussi dans plein d'autres maladies, comme les cancers, l'anémie, l'Alzheimer, la sclérose multiple et beaucoup de maladies auto-immunes. Donc l'idée, c'est qu'il y a une lésion locale, donc l'expression de DUX4, qui induit une inflammation, et ensuite cette inflammation chronique associée au vieillissement, et donc, comment on peut dire, et donc à l'augmentation aussi liée au vieillissement des valeurs d'interleukine 6, induit une sorte de sénescence cellulaire et active un mécanisme d'amplification de la sécrétion de l'interleukine 6, à la fois dans le muscle et dans les tissus voisinants, donc dans la graisse. Et on a aussi une augmentation de VEGF qui était décrite dans la FSH, contribue à augmenter la perméabilité vasculaire et contribue à soutenir tout ce mécanisme. Voilà, donc là c'est un peu plus compliqué, on va passer. Et donc là il y a toute une série d'inhibiteurs de l'interleukine 6 qui peuvent être très précoces, mais bon, plus on est précoce, plus on cible large et donc on peut avoir des effets secondaires. Et après, on a des inhibiteurs qui agissent de manière plus restreinte. L'idéal, ce serait, mais malheureusement, je n'ai pas trouvé la boîte qui me soutenait dans ce sens-là, ce serait de bloquer le récepteur soluble de l'interleukine 6 pour pouvoir avoir le moins d'effets secondaires et le maximum d'efficacité. Mais là, on est dans cet essai thérapeutique qui a cité avant Alex, qui est un investigator initiated trial. Donc c'est nous qui avons porté l'idée à Roche, mais qui est financée par Roche, et qui est en cours. Donc à Nice, on a encore, je crois, une place, et puis le recrutement sera fini pour Nice, et puis il reste des places au Canada. C'est un essai qui essaye
utilise un médicament, le satralizumab, qui est déjà utilisé dans la polyarthrite rhumatoïde et qui est un antagoniste de l'IL-6. Et la chose qu'on veut regarder, c'est on veut voir si on arrive à réduire ou prévenir la dégénération fibroadipeuse dans les patients atteints de FSH de type 1. On a limité à FSH de type 1 parce qu'on n'avait pas de données sur le FSH2, donc là on est en train de récolter des données sur ça. Donc ça c'est un anticorps monoclonal anti-interleukine 6 récepteur R et le blocage de ces récepteurs et plus aussi le récepteur soluble, ça induit en effet de réduire l'inflammation activée par l'interleukine 6. Le protocole, c'est une injection à J0, ensuite 2 semaines après, ensuite 4 semaines après, et c'est après une injection par mois. Les premières 5 injections sont faites à l'hôpital, et après on rentre à la maison, etc. Donc, il y a le dessin de l'étude, c'est un dessin en 2 bras, randomisé, en double aveugle et contre placebo. Et on va regarder la pharmacodynamique, l'efficacité, la tolérance et on va la comparer, et la pharmacocinétique, on va la comparer contre le placebo. Et comme vous avez compris, l'objectif primaire a comme endpoint l'IRM. Donc, on regardera on regardera le niveau le pourcentage d'infiltration l'évolution du pourcentage d'infiltration fibroadipeuse dans le muscle, dans les muscles intermédiaires dans le temps. Et on a aussi d'autres indicateurs cliniques. On aura aussi le Reachable Workspace, mais ce n'est pas le primaire. Et après, on aura d'autres indicateurs comme les 6 minutes, le FSH des com, d'autres scores cliniques. Et bon, les critères d'inclusion qu'on a développés sont des critères d'inclusion dans lesquels on doit avoir des signes d'inflammation à l'IRM et on doit avoir un certain nombre de muscles des membres inférieurs qui sont infiltrés. On ne prend pas des stades initiales parce qu'on voudrait avoir un patient qui se trouve dans ce vraiment stade intermédiaire et pas trop précocement dans la maladie. Et après, on a limité à 65 ans parce qu'on ne voulait pas avoir l'effet de l'âge trop avancé sur ces patients. Et les critères d'exclusion comprennent aussi les possibles effets secondaires de l'interleukine 6. En gros, la chose vraiment très importante, c'est l'effet hépatotoxique. Donc, on monitore bien nos patients. Pour le moment, on n'a pas eu de sortie d'études due à ce fait. On peut avoir aussi une neutropénie. Donc là, pareil, c'est monitoré, mais pour le moment, tout va bien. Et comme on peut dire, on est à moitié du recrutement et on espère de pouvoir finir le recrutement pour le mois de décembre et donc avoir les résultats l'année prochaine. Voilà. Donc, j'espère que ce sera de bons résultats. Donc ça, c'est mon équipe et avec toutes les gens qui travaillent surtout dans la recherche parce que c'est très difficile de les mettre ensemble. Et puis, toutes les collaborations avec les différents groupes italiens, néerlandais, américains qui ont soutenu tout ce travail, ainsi que tous les financeurs. Merci. Merci beaucoup. On a hâte de voir les résultats. Je sais que tu ne peux pas trop dire. Mais voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Merci beaucoup, Sabrina. C'était dense et puis ça explique bien la complexité de la pathologie et tout ce qu'il y a derrière. J'avais une question pour l'étude, par les résultats. Mais l'IRM, donc la durée de l'étude du monitoring IRM, elle est sur combien de temps en fait? Alors l'IRM, c'est fait initialement et après à 12 mois. Après, dans cette étude, on va faire une analyse intérimaire à 12 mois.
Donc, si on finit en décembre, ce sera en décembre prochain. Et on décidera si on fait l'extension ou pas en fonction des résultats. Si les résultats sont positifs, il y a une période de 2 ans d'extension qui est prévue. Voilà. Okay. Et donc, il y aura 2 autres IRM qui vont être faits. Si par contre, ce n'est pas efficace, on s'arrêtera là. Merci beaucoup. Et une deuxième question, si j'ose. Concernant l'inflammation puis la présence d'infiltrats, dans les biopsies musculaires, bon, on en fait de moins en moins, bien sûr, parce qu'on a les tableaux cliniques et puis la génétique qui va assez vite. Mais est-ce qu'on a souvent des infiltrats inflammatoires vraiment dans la FSH quand on faisait plus de biopsies? Alors, le problème, c'est que si tu biopsies des muscles qui sont inflammés, tu peux retrouver des infiltrats inflammatoires. Mais donc, théoriquement, tu devrais faire un IRM, regarder où sont les muscles inflammés et biopsier ces muscles-là. Mais si tu le fais dans les muscles habituels, notamment, la plupart des gens le font dans le deltoïde, qui est un muscle fortement préservé par la FSH, c'est pratiquement impossible que tu vas trouver de l'inflammation. Et le vastus lateralis aussi, il faut trouver de l'inflammation. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on ne trouve pas, parce que, comme on peut dire, aussi on ne fait pas les biopsies dans les bons endroits. Mais l'inflammation, quand même, si tu regardes globalement, on en a, chez un patient même stable, on a quand même pas mal de muscles qui sont inflammés en cours. Hein. Moi, par exemple, la chose que j'ai dit aux patients, si vous avez des douleurs dans des endroits qui ne sont pas des douleurs posturaux, qui sont pas des douleurs, qui sont des douleurs inexplicables, essayez de travailler ce muscle, parce que l'exercice a un effet positif, et comme ça on fait le lien avec la rééducation, un effet très positif sur les patients, parce que justement induit la fameuse inflammation macrophagique, et qui nettoie et qui donc bloque un peu l'inflammation chronique. Et tu vois qu'en faisant de l'exercice, tu peux récupérer des muscles inflammés qui ne vont pas dégénérer. Donc l'IRM et donc le fait de développer aussi cette partie sur l'inflammation, ça peut être très utile aussi à des fins de cibler bien la rééducation sur les muscles intéressants, parce que les muscles qui sont déjà atrophiés complètement, malheureusement, maintenant, on n'est pas dans la mesure de les sauver. Hein. Mais si on cible les bons muscles, on peut vraiment stabiliser bien le patient. Et donc, voilà. Merci infiniment. D'autres questions? Merci.